Donc nous, on a la tâche compliquée d'être la dernière table ronde juste avant le déjeuner, juste avant la pause. Mais rassurez-vous, on va faire très bref. Euh, donc on ne va pas vous présenter les conclusions du livre blanc parce que le livre blanc est encore en cours de rédaction. Mais on va vous présenter certains éléments des ateliers qu'on a menés. Et la première chose qu'on voulait faire, c'était déjà remercier Finance Innovation parce que ce livre blanc est sponsorisé par Finance Innovation. Et en particulier remercier Anne et Nicolas qui étaient sûrement dans la salle et qui doivent être pas très loin. Anne est dans la salle, d'ailleurs, je t'interromps, c'est l'organisatrice de cet événement et l'animatrice du périmètre banque. Et quant à Nicolas, il est heureusement en congé paternité, donc il n'est pas avec nous. Voilà. Mais donc merci à Finance Innovation de nous avoir donné accès aux membres du réseau, du réseau Finance Innovation, et membres qui ont été très importants pour contribuer aux réflexions, participer aux ateliers. On reviendra plus en détail sur ces différentes couvertures. Côté PwC, donc moi je suis Charles de Malville, je suis associé dans les activités PwC Advisory spécialisées sur les services financiers. Je suis ici avec Jean-Loup qui est aussi dans mes équipes, et vous voyez qu'il y a 5 autres membres de l'équipe PwC qui ont participé soit à l'animation des ateliers et qui sont sur la rédaction du livre blanc. Sur les contributeurs maintenant, vous voyez qu'on a un grand panel de contributeurs, à la fois bien sûr des acteurs historiques, on peut dire des paiements, tels que bien sûr les grandes banques. Et il y avait tout à l'heure ici même Crédit Agricole présent. Et vous voyez aussi qu'on a eu la chance, et de nouveau c'est grâce à Finance Innovation, d'avoir accès à tout un autre pan de l'écosystème des paiements, tels que des PSP, des fintech, des entreprises plus jeunes. Dont par exemple Trésor qui était aussi présent, et puis aussi des réseaux cartes comme Mastercard. Donc je pense qu'on a une bonne couverture de tout l'écosystème des paiements. En termes de fonctions représentées, c'était très varié aussi, puisqu'on avait à la fois des membres de direction, des fonctions plus orientées business développement, marketing, vente ou partenariat, et puis des fonctions un peu plus orientées sur l'interne, telles que opération ou conformité. Donc voilà, donc tout ça nous donne une bonne vue de l'écosystème et des enjeux. Et ils ont accepté de participer donc à 3 ateliers. On a mené 3 ateliers assez longs, d'environ 3 à 4 heures à chaque fois, sur janvier, février et mars, comme vous pouvez le voir là. Donc des ateliers qui étaient centrés sur 3 grandes thématiques. La première thématique, c'est bien évidemment celle des données de l'industrie des paiements, puisqu'avec l'essor des paiements, on est de plus en plus à gérer des quantités de données exponentielles. Et donc la question, ou un des enjeux, c'est comment arriver à les valoriser. Et ça, là-dessus, Jean-Loup reviendra un peu plus en détail sur certains éléments, certaines grandes conclusions de l'atelier qui s'est tenu sur ce sujet. Le deuxième atelier a porté aussi sur comment le modèle opérationnel allait évoluer à l'avenir, et en particulier soit du fait d'innovation technologique, mais aussi, et peut-être encore plus fortement, du fait de nouvelles réglementations telles que la DSP3 qui arrivent en vigueur et qui vont faire bouger certaines lignes. Donc ça a été l'atelier numéro 2. Et enfin, l'atelier numéro 3, qui rejoint un peu l'atelier numéro 2 par les impacts réglementaires et comment les acteurs peuvent s'organiser face à ces impacts, ou quel challenge cela représente. Voilà, donc 3 ateliers. On continue avec des entretiens en one-to-one avec certains des contributeurs. Et puis on se lance dans la rédaction, et le livre blanc sera présenté dans le courant du mois de septembre. Jean-Loup, Sur le premier atelier, en fait, on voulait vous partager quelques éléments saillants en fait, à la suite de cet atelier. On a invité les membres du panel à s'exprimer sur les données de paiement pour voir comment est-ce qu'on pouvait exploiter ces données de paiement, les valoriser et peut-être même les monétiser. Donc, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si on s'intéresse juste à la partie carte de paiement, on a aujourd'hui en France 112 millions de cartes de paiement en circulation. On a près de 13 milliards de transactions qui ont été effectuées en 2022, mais juste sur les cartes de paiement, sur des terminaux de paiement, des terminaux électroniques. Donc c'est vraiment colossal comme gisement de données, et c'est encore sous-exploité. Donc l'idée, c'était vraiment de discuter avec nos participants pour voir comment est-ce qu'on pouvait exploiter ces données et
y associer une offre innovante. Innovante pour répondre aux besoins des consommateurs finaux, pour pouvoir détecter des moments de vie et leur proposer des services, des produits additionnels. J'achète une voiture, j'ai besoin d'une assurance, par exemple. Et en fait, on s'aperçoit que ce levier de croissance à destination des consommateurs finaux, il est encore sous-exploité. Le périmètre qui est plutôt adressé, c'est celui du B2B, où en fait, on vient aider les marchands à mener leurs activités, à les piloter, à faire du reporting, comme par exemple réconcilier des logs de caisse avec des flux de trésorerie ensuite. Donc ça, il y a un vrai relais de croissance sur ce thème-là. Et par contre, il se heurte à un challenge, c'est celui de recueillir le consentement des consommateurs pour l'obtenir et leur expliquer en toute transparence comment va être utilisée cette data. Et donc, bien sûr, le corollaire, enfin, d'où vient ce besoin aussi, c'est d'être en conformité avec GDPR sur la protection des données personnelles et puis pour susciter l'adhésion des consommateurs. Le deuxième volet, c'est en fait, là on a parlé du partage des données, mais en fait, comment se fait-il aujourd'hui, c'est vraiment un sujet majeur dans l'open banking, partager les données. Demain, ce sera dans l'open finance pour étendre le périmètre de ce partage des données. Et le socle technologique qui permet ce partage des données, c'est les API. Et il y a un véritable défi aussi des acteurs de l'écosystème des paiements sur cette thématique, parce qu'il y a un foisonnement des acteurs, on en voit de plus en plus, qui tous développent des solutions d'API avec leur langage propre. Donc il y a un véritable enjeu de collaboration pour que ces développements d'API se fassent sur un langage commun, qu'elles puissent interagir entre elles, tout en, enfin, qui ait une véritable valeur ajoutée, tout en modérant une véritable agilité, tout en modérant les coûts de maintenance pour les acteurs des paiements. Donc on a vu le pourquoi et le comment partager les données, mais il y a aussi un autre pourquoi de la collaboration, c'est pour améliorer les mécanismes de détection de fraude et de préserver les clients finaux, parce que bien évidemment la sécurité des paiements, ça les intéresse énormément, mais aussi pour préserver le modèle d'affaires des PSP, parce qu'on sait très bien que le risque opérationnel, c'est un sujet d'investissement pour les PSP, très fort, et qui peut avoir les pertes opérationnelles liées à la fraude, ça peut représenter un poste important. Et donc, il est essentiel de bien avoir ce risque sous contrôle pour préserver la rentabilité des modèles d'affaires. Enfin, sur les métiers, on voit qu'il y a toute une nouvelle typologie de métiers qui sont apparus au sein des PSP. On a parlé de data, donc ça fait appel à une expertise toute particulière, big data, data scientist, à une organisation particulière avec les data office aussi. Et donc, on voit bien que maintenant, au sein des PSP, on fait plus simplement appel à des experts du paiement, mais aussi à des experts technologiques, data ou conformité. Et donc, c'est cette multidisciplinarité aujourd'hui qui est recherchée pour staffer les PSP. Quelques insights aussi sur notre deuxième atelier qui, quant à lui, était plus focusé sur les modèles opérationnels. On a discuté des grandes tendances qui allaient impacter les modèles opérationnels des PSP. Donc, le modèle opérationnel, qu'est-ce qui impacte la gouvernance, l'organisation, les solutions technologiques ou alors les ressources humaines. Et donc, ce qui est ressorti d'une tendance majeure, enfin, est un impact majeur, c'est l'impact technologique. En fait, c'est ça qui change. La technologie, c'est un moteur du changement dans les organisations aussi. Parce qu'en fait, il y a de grandes tendances de transformation liées à la techno. C'est l'IA, le machine learning, la blockchain, voilà, qui conduisent les PSP à repenser aussi leurs offres, leurs modèles d'affaires. Et un des cas d'usage, on en a parlé, hein, c'est la fraude, détecter des comportements atypiques chez les consommateurs, des montants de transactions anormaux, identifier que sa localisation elle est incohérente, qui voyage un peu trop vite. Donc c'est ça. Et aussi utiliser les nouvelles technologies blockchain, monnaie digitale pour développer de nouvelles offres, répondre aux attentes des consommateurs, aussi en réduisant les frais liés à cette transaction.
Sur les modèles opérationnels, c'est l'organisation. Aussi, on a évoqué ce volet organisation. Et en fait, un des éléments qu'on a remarqué dans l'écosystème des paiements, c'est l'hyperfragmentation de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur des paiements, elle est complexe. Il y a de très nombreuses étapes avec de très nombreux intervenants. Et ce qu'on observe dans le marché aujourd'hui, c'est que les PSP ont tendance à se spécialiser sur un segment précis de la chaîne de valeur pour venir apporter un élément différenciant, une valeur ajoutée. Et donc ça, c'est pour reconstituer après cette chaîne de valeur sur la totalité, le paiement end-to-end, c'est vraiment un défi qui nécessite d'avoir une véritable collaboration entre les acteurs du paiement. On en a parlé un peu, enfin vous avez entendu dans la session précédente, voilà, la collaboration entre les acteurs historiques qui ont plutôt une maîtrise des infrastructures de paiement et les fintechs qui, elles, vont venir vraiment se positionner sur un maillon précis de la chaîne de valeur avec une offre potentiellement disruptive. Voilà. Et enfin, le volet des modèles organisationnels qui est disrupté aussi, c'est celui des ressources humaines, où en fait, on a entendu de nos participants une véritable difficulté à recruter, parce qu'on a besoin de profils multicompétences, tant sur les paiements, sur la technologie, sur la conformité. Il n'existe pas de formation, elles sont très rares, les formations qui sont dédiées au métier du paiement spécifiquement. Donc il y a un véritable enjeu de recrutement. Et donc ce que font les acteurs des paiements, c'est souvent de former eux-mêmes leurs collaborateurs pour qu'ils acquièrent des compétences au-delà des paiements, mais des compétences technologiques sur l'IA, la blockchain, le Web3 ou la fraude, par exemple. Voilà. Je vais repasser la parole à Charles pour le troisième atelier. Donc, dans notre dernier atelier, je vois qu'il est déjà, on a débordé de 6 minutes, donc je vais faire très très vite sur cette dernière slide. Dans ce dernier atelier, on cherchait à voir un peu les impacts des évolutions réglementaires. Alors, bien évidemment, il ne s'agissait pas ici de faire une analyse de la DSP3. Ça, on a des équipes spécialisées là-dessus dans notre cabinet. Mais c'était plus de prendre un peu de hauteur avec les différents contributeurs et de voir quels étaient les types d'impacts et de challenges auxquels ils faisaient face. Et un des premiers challenges, et Jean-Loup on a déjà évoqué ce sujet, c'est des ressources humaines et des certaines compétences. Tu as évoqué les compétences autour de la data, autour de du risque cyber, par exemple. Mais il y a clairement un besoin fort en profil conformité chez ces acteurs. Et c'est des profils qui sont rares, qui sont du coup très demandés. Et donc ça, c'est une véritable difficulté ou fragilité pour les acteurs dans ce domaine, pour faire face à l'évolution réglementaire qui est très rapide, très complexe. Et donc, on a besoin de renforcer les équipes conformité. Un deuxième point qui est évoqué ici en bas, c'est le fait de mieux intégrer les équipes conformité dans les processus de réflexion sur de nouvelles offres, de nouveaux services dès le début. Certaines entreprises ont par exemple des comités nouveaux produits qui permettent justement dès la conception d'impliquer les différentes fonctions et en particulier que l'aspect conformité soit pris en compte dès l'origine des réflexions marketing ou d'offres. Rapidement, au milieu, c'est toute la problématique, bien sûr, je dirais, du lobbying, si on voulait prendre un terme anglais, de pouvoir faire entendre sa voix auprès des régulateurs, dans les groupes de place, dans les groupes de travail, de façon à influencer et comprendre vers où vont les nouveaux textes, les nouvelles réflexions au niveau européen et pouvoir les influencer. Et enfin, le dernier point, c'est le fait que toutes ces réglementations ont quand même pour vertu ou pour objectif d'augmenter la protection des clients et d'ouvrir à la concurrence. Et donc, de ce point de vue-là, ça va quand même changer beaucoup les modèles opérationnels des acteurs pour y être prêts. Voilà, on va finir là-dessus parce qu'on a déjà débordé de 10 minutes. Donc, merci à Finance Innovation. Et donc, le livre en tant que tel sera publié en septembre prochain. Merci à tous. Et là, maintenant, c'est la pause déjeuner. Merci.